Faut quand même pas exagérer, il n'y a pas très très longtemps, nous-mêmes, quand on était beaucoup plus politisés ou gauchistes ou quoi, Dieu sait quoi, on attendait, alors qu'on était des fous de cinéma, on n'attendait jamais rien des images pour nous dire des choses sur nos croyances. On voulait croire hors image. Et en 68, pour ceux qui sont assez vieux pour se rappeler de ça, l'ORTF était un objet de dérision absolue. On était en gros au niveau crapouillot, question conscience politique de l'information et des médias. Il était clair que l'information était aux mains du pouvoir, elle était risible, il n'y avait rien de mieux à faire que de mettre des barbelés ou de casser la télé. Aujourd'hui, personne ne penserait ça, la télé est prise terriblement au sérieux, même trop au sérieux, et de toute façon, on sait bien que pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles valent, et aussi manipulées qu'elles puissent être, les images qui nous viennent du monde extérieur, et maintenant le monde extérieur commence très vite pour nous, il commence dès la rue en face, il faut faire avec. Et cette idée qu'il faille faire avec les images, et que plus personne, sauf mystique absolu, ne dirait non, on n'a pas besoin d'images pour se faire une idée, ou pour savoir des choses, ou pour apprendre des choses, ou pour être simplement un peu informé, ou pour se former soi-même, le fait, ça nous met tous à égalité de vivre avec les images. Mais vraiment, dans le même sens où on dit comment vivre avec un chat et un chien à la maison. Et toutes les enquêtes, comme vous savez, depuis 15 ans, la dernière est sortie en mars 89 dans Libération et l'ensemble des journaux, mais j'ai la coupure de Libération ici, montrent qu'aujourd'hui, de tous les médias, la télévision est le plus crédible. Cet événement-là a commencé à montrer, d'une part, que du point de vue de l'émotion, la télévision l'emportait tout de suite sur la presse. Parce qu'on voyait, et en voyant, on avait l'impression de comprendre. Voir pour comprendre, et non l'inverse, ce qui est une paraphrase de la fameuse formule de Bazin, à propos de Rossellini précisément, sur montrer avant de démontrer. Et que des millions de gens, donc, se sont sentis à la fois ici et ailleurs, et godardiens sans le savoir. Cette situation s'est généralisée puisque, dans son triomphe, l'information audiovisuelle, la communication, effectivement, nous ramène désormais un nombre d'événements, entre guillemets, extrêmement supérieur à ce que nous pouvons en faire, à ce que nous pouvons en digérer. On a le sentiment que là, grâce à la télé, on pourrait dire, grâce à la télé, maintenant c'est un truc d'intérêt public. C'est pas la peine de faire un dessin pour expliquer que quand on monte comme ça le procès Ceausescu, on a, si on veut, un problème esthétique, on a aussi un problème éthique, et tout le monde comprend qu'ils marchent ensemble. À la question, par exemple, le journal télévisé est-il fait pour informer? Je crois qu'on peut répondre d'une façon très concrète, le journal télévisé n'est pas fait pour informer, il est structuré comme une fiction. On va insister dans l'information télévisée, on va insister sur les faits, mais non sur les processus. C'est-à-dire les faits font irruption dans la réalité factuelle sans avoir été amenés par des processus qui, eux, restent à l'état invisible. Quand vous faites un reportage en Roumanie, vous devez montrer la Roumanie. Aberrant. Vous devez montrer les Roumains. Aberrant. Mais ça, ce sont des concepts statistiques. Et donc vous allez chercher qui? Le Roumain. Le Roumain exemplaire de la Roumanie ou des Roumains. Aberrant. Or, en statistique, c'est pas du tout aberrant. C'est un vrai concept statistique. Et de plus en plus, la télévision a fonctionné de cette manière. Ce qui fait qu'effectivement, vous pouvez la regarder en coupant l'image. Aberrant aussi. Il y a quelque chose, moi, qui me choque profondément à la télévision, c'est lorsque nous appelons reportage une chose qui n'en est pas un. Quand ça n'est pas une équipe qui a été tournée. Il y a une appellation qui est bâtarde, qui consiste à parler de sujet. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de reportage avec des morceaux d'archives, des morceaux d'interviews, tout ça est pris dans des tas d'autres endroits. Et finalement, confusément, je suis persuadé que le téléspectateur ne s'y retrouve pas. Alors, vous avez raison, c'est une responsabilité politique, au sens large du terme. C'est la narration qui est le vrai vecteur de l'information.
La narration, ça veut dire un héros, un personnage, on le suit, on voit ce qui lui arrive. Un personnage, ça peut être un homme, un quartier, un immeuble, un village, une unité. Et vous allez retrouver là les conceptions de Corneille ou de Racine ou d'autres, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Quand un reporter a ça en poche, il a un fantastique reportage. Parce que le téléspectateur va croire, entre guillemets, qu'il a là une situation représentative du pays, alors qu'en fait, il a compris une parcelle de vérité de ce pays. Une parcelle, non pas de vérité, mais de la réalité du pays. Parce que la narration lui a permis d'entrer en contact direct. La narration, c'est ce qui vous permet d'être en symbiose avec l'action, avec l'événement. C'est ça le vrai nec plus ultra du journalisme, en tout cas surtout de télévision. C'est vrai qu'on bricole à Paris. À peu près, je pense, chez vous ça doit être pareil, 15 minutes de journal, c'est des dépêches AFP, des dépêches AP, des dépêches Reuters, on ne peut pas vérifier, les confrères disent forcément vrai, et puis des images qui nous sont tombées à midi ou à 17h, tournées par d'autres, tournées par des télévisions étrangères. Et c'est vrai qu'en dehors des périodes chaudes et de certains terrains où vraiment il se passe beaucoup de choses et où on envoie beaucoup d'équipes, les 3/4 du temps, on fonctionne en recevant nos petites images qui ne sont pas tournées par nous, avec nos petites dépêches, et tout ça en général on le reçoit en plus 30 minutes avant l'antenne. Donc on bricole vite, très vite, et on n'a souvent pas d'autres moyens. C'est très important parce que en matière de télévision, nous ne disons jamais d'où viennent les images. Et finalement, le problème de la Roumanie a été pour nous une question de quel était le statut réel que nous donnions aux images que nous étions en train de diffuser aux gens. Mais on lui demande de faire parler les images. C'est-à-dire que son discours a sa source ailleurs que dans ce qu'il voit, et toujours, bien entendu, dans des sources autorisées. C'est une leçon fantastique parce qu'elle nous renvoie à une vérité, entre guillemets, avec un tout petit v, purement technique. Une vérité politique. Cette vérité technique est une vérité politique parce qu'elle est datée, parce qu'elle a une histoire. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, n'attendez pas des journalistes qu'ils vous disent la vérité. Attendez plutôt qu'ils soient de bons artisans de leur truc. Parce que la télé, ce ne sont que des procédures techniques. Que des procédures techniques, et Bosini a parfaitement raison de dire, au moins, sachons, que tout le monde ici sache quels sont les gestes humains, mentaux qui rentrent dans la composition tout à fait... on peut faire une procédure absolue, il y a des tabous, il y a des interdits, il y a beaucoup de choses à la télévision qu'on ne fait pas, qui fait qu'on arrive à un objet qui s'appelle reportage télévisé, avant de le juger, savoir comment c'est fait, de quoi c'est fait. Mais c'est que de la technique. Et c'est vrai que moi, alors c'est un truc de cinéphile, pendant très longtemps, c'est une sorte d'orgueil cinéphilique. On disait, finalement, c'est quand même à l'intérieur du cinéma que des gens qui sont de plus en plus marginalisés par l'importance de la télévision, qui peuvent poser des questions que les gens de télévision auraient intérêt à ressaisir. Ça arrive un peu. C'est vrai que Bosini, même en jonglant comme il le fait, il est à la hauteur de cette question. Et s'il y avait assez de gens en télévision qui pouvaient être comme ça, on les laisserait avoir enfin leur débat déontologique personnel, le débat de leur métier, qui après tout n'est pas le nôtre du tout. Or, il me semble qu'on est de 100 ans en arrière par rapport aux sciences exactes qui ont découvert au début du siècle que chaque observateur intervient dans le système qu'il observe et le change. Et il serait temps d'en prendre les conséquences et d'accepter humblement le fait que peut-être même les médias, c'est un métier d'information, mais aussi d'implication. Donc on choisit une implication et on en porte les conséquences. Cette interrogation sur la notion d'information-fraction, qui n'est pas du tout quelque chose de fatal, d'incontournable, qui relève bien d'un choix philosophique, implicite ou explicite, parce que cette éruption volcanique dont on nous dit qu'elle est une rupture par rapport à l'ordre normal des choses, on peut très bien dire qu'elle est l'aboutissement d'un processus qu'on a gardé dans l'invisible, mais qui d'une certaine façon est tout à fait naturel, normal. C'est-à-dire, il y a une façon très facile, théoriquement,
parce qu'on peut toujours proposer des projets dans ce sens, ils ont peu de chances d'être acceptés. Il y a une façon très facile de faire un autre type d'information, c'est de présenter comme normaux des phénomènes qu'on nous présente comme anormaux. C'est le point de départ d'une autre information. Mais à ce moment-là, il faut analyser les phénomènes, le factuel, en termes de processus. Valéry disait « Deux choses menacent le monde, l'ordre et le désordre. La télévision ne s'intéresse qu'à une menace, le désordre, et ne voit jamais l'ordre comme une menace. Au contraire, elle se propose d'organiser et d'ordonner le monde. » Il y a quelque chose qui pose un problème, parce que la télévision est narrative. Et c'est vrai que la musique ou beaucoup d'art, finalement, se sont éloignés de la narration. Le cinéma, c'est vraiment encore un des bastions où la narration est forte. Mais c'est vrai que ça pose un problème, parce que moi, disons que c'est un problème d'où viendrait l'attention artistique, si on a une musique et une image. On rencontre à nouveau le problème obsédant du statut de l'image dans l'information à la télévision et dans l'information en particulier, parce qu'on a souvent dit que, et on continue à dire, que la télévision est une radio à image, c'est-à-dire qu'on pourrait s'y passer de l'image. Je parle de son fonctionnement actuel. Moi, je pense que c'est radicalement faux. L'image est tout à fait nécessaire au discours de l'information à la télévision. Mais l'image ne joue pas le rôle qu'on lui attribue. Pour un journaliste de télévision, le meilleur reportage, c'est quand il n'y a pas un mot de commentaire. C'est-à-dire que vous montrez une scène, quelque chose qui se passe, et vous avez été là, et vous ne dites rien. Ça, c'est le vrai reportage. Les images sont là pour commenter le commentaire. Le problème, c'est que très souvent, je crois que Brusini pointait hier cela, très souvent, en fait, on nous fait assister, du fait même de ce défaut structurel, on nous fait assister à deux discours, on nous fait suivre deux discours différents. Un discours image et un discours oral. Et ces deux discours ne sont pas superposables. Donc je trouvais tout d'un coup extrêmement étrange d'en revenir comme ça à propos de télévision, c'est-à-dire le lieu même du discours, où jamais une image, aussi surprenante soit-elle que les images roumaines, ne passe sans un accompagnement immédiat du discours. Et au moment même où on vous dit « je vous donne de la vraie image », on n'arrête pas de vous le dire. Hein, c'est la vraie image de la jonction entre l'armée et la population, etc., etc. Ça n'arrête jamais de parler. On fait porter à l'image un chapeau qui n'est pas le sien. Qu'est-ce qui est truqué dans les trucs qu'on a vus sur la Roumanie? C'est en général le son. C'est les commentaires. Qu'est-ce qui empêchait quelqu'un de dire « j'arrive à Timisoara, je vois ça », pour que jamais le téléspectateur ne puisse trop facilement rentrer dans ce truc qui est un tourniquet, mais alors fatal, dans lequel on ne peut pas sortir vu la culture à laquelle on appartient, qui est celle où on attend toujours d'une image la vérité. Et je veux dire qu'on ne peut pas se permettre éternellement d'être déçu à l'idée, sans cesse renouvelée, qu'une image ne porte aucune vérité. La seule vérité qu'une image porte, c'est celle du rapport qu'elle a avec celui qui la montre et celui qui la voit. Donc c'est un rapport triangulaire. Il y a donc des images relativement faibles visuellement, qui n'ont pas beaucoup de force, mais qui sont correctes parce qu'elles sont entre guillemets. Au fond, c'est quoi qu'on demande on demande à la télévision de mieux mettre les guillemets. Et si on posait nous cette question-là, on ne parlerait d'image, stricto sensu, que dans ces moments-là, car il n'est d'image, et il n'est de fascination de l'image, il n'est de séduction de l'image, que là où il n'y a plus aucune médiation possible, donc quand on est au niveau de ce qui reste, quand on a tout enlevé. Et bien, s'il reste quelque chose, et on ne sait jamais ce qui reste, c'est ça, c'est l'image. Tout le reste, c'est du commentaire, de la mise en scène, du dispositif, de la programmation, de la voix off, ça ne concerne pas l'image. C'est pour ça que c'est toujours paradoxal quand on parle des images, le rôle énorme qu'on leur fait jouer est tellement disproportionné qu'on finit par ne pas en parler. Pour moi, l'image, c'est ça. Et évidemment, l'image de Ceausescu, ce sont des petits fragments inutilisables de quelque chose que j'ai vu,
qui s'appelle Ceausescu. Ça n'a rien à voir avec ce que je pense d'eux, ce que je sais d'eux, ce que j'ai reconstitué sur eux, rien. C'est quelque chose qui est là. Et on ne sait rien de faire d'autre que de le satelliser dans nos... De même qu'on est dans une société qui satellisons tout ce dont on n'a plus l'usage. Et ça commence à tourner autour de... Mais tu vois, pour mettre les mots un peu ensemble, ce que j'appelais ce matin le silence, une image propre, c'est une image qui permet, à un moment donné, de faire silence, d'arrêter quelque chose. Une image sale, ça s'arrête jamais. Ça tourne toujours. De faire silence, d'arrêter quelque chose. Une image sale, ça s'arrête jamais. Ça tourne toujours. Et pour tous les temps. Oui, oui. Plus de silence. Oui. Parce qu'on n'a plus de scansion. Oui, c'est du bruit, quoi. Ce qui manque, c'est parce qu'on dit il manque du temps pour, bon, on disait ça ce matin, c'est vrai, mais ça ne peut pas être seulement du temps pour mieux travailler, etc. Il manque du rythme, il manque une scansion. La télévision n'a pas de scansion, elle n'a que celle qui lui est imposée par la grille extérieure, donc par le marché. Et quand on est donc dans une sorte de face-à-face halluciné avec l'autre, dont on ne préférerait pas qu'il soit l'un, ou qu'on ne peut pas s'identifier réellement, mais on est quand même gêné d'être, comme je le disais ce matin, une fois de plus, non assistant à personne en danger, quelle qu'elle soit, c'est la situation dans laquelle on est, et on finit par se rattraper, comme au sens où vraiment quelqu'un qui tombe, qui se rattrape n'importe où, sur des détails qui sont peut-être, oui, un sourire, une grimace, un temps mort, quelque chose qui est du domaine du réel. Pour transformer le discours de l'information, il faut réfléchir sur le statut de la normalité. Ça me paraît absolument incontournable, et que on vit sur des présupposés qui fonctionnent jour après jour, qui se reproduisent jour après jour, qu'on n'interroge jamais. Peut-être dirait-on pour des questions d'audience, parce que les téléspectateurs s'endormiraient si on posait une telle question, mais moi je ne crois pas. Et si on ne se les pose pas, c'est parce que ça remettrait en cause tout un fonctionnement et qu'on ne veut pas. Il dit, maintenant, le monde est à notre disposition. C'est-à-dire, il y a une disponibilité concrète des choses. C'est-à-dire, vous voulez la Roumanie, elle est là. Vous voulez la Lune, elle est là. Vous voulez l'objet de votre fantasme, il est là. La pornographie, tout le monde sait, c'est faire arriver très très vite, trop vite, sans l'espace du désir, l'objet du fantasme, qui serait le corps, mais qui évidemment est toujours le malheureux inapte à répondre au fantasme, car le fantasme, par définition, il n'a pas de fond. Et qui était qu'il y avait une certaine distance qui nous séparait des choses, et que la façon de couvrir cette distance, c'était l'art du cinéma, c'était aussi le minimum de déontologie des gens qui font l'information. Ils disent, voilà, maintenant les choses arrivent avant même qu'on sache ce qu'elles sont, et on met beaucoup d'énergie à se défendre du fait qu'elles sont déjà arrivées. Et il y a une trop grande vitesse d'arrivée, si bien que les gens ne partent plus. Comme dit Virilio, tout arrive et plus personne ne part maintenant.